On repart avec Jean-François Riel qui est avec nous, le PDG de Voyageurs du Monde. Salut Jean-François. Bonjour Stéphane. On s'était parlé avant les vacances, je crois, avant les vacances, où j'avais appris, Jean-François, je le dis. Alors d'ailleurs, allez voir, l'émission elle est toujours disponible, Smart Stratégie. Pendant une demi-heure, tu nous avais détaillé ta stratégie et en gros, tu m'avais dit, Jean-François, nous, a priori, on a 2 ans devant nous. À l'époque, on était à 0, c'est-à-dire c'était la levée du premier confinement, etc. Ça. Tu disais, j'ai 2 ans devant moi. C'est ça. Donc, moi, je voulais savoir où t'en étais. C'est-à-dire, d'abord, est-ce que on arrive dans les interstices que laisse la législation, les fermetures des frontières ici ou là? Est-ce qu'on arrive encore à faire un petit peu de voyage? Et sinon, comment est-ce qu'on occupe ce temps? À ce moment-là, je pense que ni toi ni moi, on pensait qu'on en serait encore là en février, enfin mars maintenant, là, voilà. Donc voilà, je voulais prendre de tes nouvelles. Je dirais qu'on n'a pas changé sur le timing. On tient toujours à peu près, par rapport à mars dernier, à peu près 2 ans, sans toucher au PGE. Je précise bien, parce qu'on tient beaucoup plus longtemps si on utilise notre PGE. On a 50 millions d'euros de PGE. Ça, c'est le fruit de 25 ans de bénéfices et pas de dette. Pas faire de LBO, pas faire des montages compliqués, tout ça. Donc, ça donne du confort. Et le fruit aussi, quand même, de tous les dispositifs d'aide qui font que les gars sont au chômage partiel. Énorme dispositif d'aide du gouvernement, bien sûr, sur le chômage partiel en particulier. Maintenant, l'activité, elle était remontée à 30% en décembre, janvier. Et là, malgré tous les interstices que vous avez évoqués, elle est repassée à 5%, c'est-à-dire à peu près à 0. C'est-à-dire qu'on est reparti à 0. Parce que on peut voyager en France et en Europe, mais en France et en Europe, en gros, on a le Covid partout. C'est du semi-confinement ou du confinement de fait partout, donc c'est quand même pas très génial de voyager. Et puis après, à l'étranger, on nous a fortement interdit de le faire. Donc nous, évidemment, on respecte la règle. Même si effectivement vous pouvez tout à fait passer par une capitale européenne et aller n'importe où dans le monde, parce que le truc est absurde, mais globalement nos clients ne le font pas. Et puis nous on ne l'encourage pas. Donc, parce que voilà. J'ai vu, tu as fait une série de tweets justement contre la fermeture des frontières. Je ne suis pas contre la fermeture des frontières. Je suis contre la fermeture des frontières qui est idiote. C'est-à-dire que si vous fermez les frontières, soit vous appliquez toute la même politique sanitaire en Europe et vous fermez toutes les frontières européennes, soit vous fermez la France, très bien. Mais dans ce cas-là, ce qu'il faut fermer en priorité, c'est les frontières terrestres européennes, parce que c'est là où vous avez les flux et c'est là où vous avez les contaminations. Parce que sur les frontières internationales, c'est le seul endroit où vous pouvez contrôler 100% des entrées par un test PCR à l'embarquement et un test antigénique rapide à l'arrivée. Donc on est dans un truc qui est absurde. Et d'ailleurs... Mais Jean-François... L'histoire, les pauvres gars qui sont au Costa Rica, là. Oui. En fait, parce que quand j'ai lu ton truc, j'ai dit, il a raison. Oui. Et puis est arrivée l'histoire du Costa Rica, j'ai compris. Exact. C'est-à-dire que là, en fait, le gouvernement français, à un moment, ils vont être obligés d'aller les chercher, les gars. C'est-à-dire, tu te retrouves, si tu fermes pas, en fait, ces frontières extérieures, tu vas te retrouver avec une centaine de groupes comme ça partout dans le monde, dont tu es responsable in fine, tu peux pas t'en sortir, à la fin, ça te retombe et tu dois faire des opérations de rapatriement. Mais je suis pas d'accord avec toi, parce que de toute façon, ça existe en Europe. Et tu les fais bien revenir. Mais oui, mais en Europe, c'est facile de les faire revenir. Non, Stéphane, c'est pas vrai. Parce que quand tu es quelqu'un qui est positif à l'étranger, eh bien, il reste à l'étranger pendant 8 jours, pendant 10 jours, le temps de devenir négatif. Et après, il rentre. Oui, mais tu Donc, restes c'est à un faux l'étranger problème. dans des conditions européennes. Moi, j'entendais ces gens-là. En fait, le pire, c'était pas qu'ils restent bloqués au Costa Rica. C'est qu'à un moment, je comprends ils deviennent des parias, quoi. Je comprends ce que tu dis, sauf que c'est pas parce que tu as fermé les frontières qu'on est contre ce problème. Si tu avais laissé les frontières ouvertes, tu aurais eu le même problème. Parce qu'ils n'auraient pas eu le droit d'embarquer. Fois 100. Non, je crois pas. Parce que, à la preuve, on en a eu plein en janvier, février, en décembre. On a eu plein de gens qui ont voyagé, ils n'ont pas eu ce problème, parce que la probabilité, quand tu pars voyager, déjà, tu es négatif. Après, il faut que tu prennes le virus sur place. Tu le chopes là-bas, voilà, c'est ça. Et il n'y en a pas beaucoup. Ça nous est pas arrivé. Ça peut arriver, je ne dis pas que ça ne peut pas arriver. Mais je crois que cette mesure de fermeture de frontières est une mesure qui, sanitairement, n'est pas efficace. J'en suis convaincu. Tu le dis toi-même, ça aurait été anecdotique de toute façon, parce qu'il y a... Oui, voilà. Oui, je reconnais. Tout à fait. On n'arrive pas là à se projeter dans un projet de voyage, on n'y arrive pas. Bien sûr. Et Dieu sait qu'on en a marre, qu'on aimerait bien, mais on n'y arrive pas. C'est clair. Comment t'organises tout ça? C'est-à-dire, alors est-ce que j'ai entendu 2-3 fois la phrase qui me plaisait énormément. Je crois que le premier à l'avoir prononcé, c'était Laurent Vimon, le patron de Century 21 pendant le premier confinement. Les bateaux sont taqués à cause de la tempête. Je répare les filets de pêche. C'est-à-dire, en fait, je me projette sur le futur et ça me donne du temps, et Dieu sait que t'en as, pour améliorer mon offre. Alors, honnêtement, chez nous, non. Chez nous, non, parce que
D'abord, je pense que tous les agrégats post-Covid, tout ce qu'il faut faire post-Covid, on l'avait déjà. Ouais. Donc déjà, on a moins besoin. Par contre, donc c'est quoi? C'est le voyage individuel? Le voyage individuel, un voyage plus écolo, plus respectueux de la planète, moins tourisme de masse. Je dirais tout ce qui fait d'ailleurs plus ou moins juste, hein, toutes les informations négatives qui sont assimilées au Covid. Plus ou moins juste, c'est même pas le problème, c'est que c'est perçu comme ça. Donc un voyage plus respectueux de la planète et des hommes. Bon, et nous là-dessus, on est très fort, naturellement. Bon, donc on n'a pas tellement besoin d'évoluer là-dessus. On est très 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 costaud. Par contre, moi, je suis suroccupé parce que je suis en première ligne pour ma profession. Donc moi, je suis suroccupé. J'ai jamais autant travaillé de ma vie parce que je discute avec Jean-Baptiste Lemoyne, avec Bruno Le Maire, des aides gouvernementales, comment ça marche. D'ailleurs, ce qu'ils font, c'est vachement bien. Ça m'intéresse. Ah oui. C'est très intéressant d'ailleurs parce que ce qu'ils font, c'est très bien. Globalement, ils nous aident. Là où ça ne va pas, c'est que paradoxalement, ils n'en tirent pas complètement le bénéfice politique. Pourquoi ? Parce que c'est toujours au dernier moment. Ça manque de lisibilité. Si tu veux, nous on est en activité complètement arrêtée, nous dire qu'on aura le chômage partiel jusqu'à fin juin, c'est pas compliqué. Quitte à y mettre des garde-fous, style baisse de 90% de l'activité. Mais c'est pas ça qu'ils font. C'est que pour des raisons de machinerie gouvernementale un peu complexes, chaque mois ils nous redonnent un mois. Et donc on a la double peine, pour moi, de manque de lisibilité. On n'a pas la lisibilité sur l'activité et on n'a pas la lisibilité sur les coûts. Et par exemple, Stéphane, l'aide qu'il nous propose de 70% de prise en charge des 70% des charges fixes, parce qu'on a un secteur ultra sinistré, c'est vachement bien. Ça veut dire qu'on a 30% de reste à charge. 70% des charges fixes. Ouais. Sur présentation de ton bilan de l'année précédente. Voilà. Et donc ça c'est très très bien, sauf qu'ils n'arrivent pas à le sortir dans les décrets parce que il y a des arbitrages à faire sur tel ou tel point. Et du coup, ce manque de lisibilité, qu'est-ce que ça génère chez les entrepreneurs du voyage ? Le truc qu'ils ne veulent pas, ils licencient. Parce que les gars sont dans le stress en permanence. Mais oui, mais bien sûr, on sait bien ce que c'est quand on est une entreprise. Et donc, si tu veux, moi, ce que je n'arrête pas de leur dire, ce que vous faites, c'est vachement bien, franchement, et puis Lemoyne nous défend à fond, Bruno Le Maire nous a toujours aidés, sauf que la machinerie administrative, elle est trop longue, et le président Macron est le premier à le dire. Je veux de la lisibilité pour les entreprises. Alors, nous, on ne peut pas la demander pour l'activité. On ne peut pas leur demander de nous dire à quelle date ils vont nous réouvrir les frontières. Ça, c'est pas possible. Ou alors, on est un poujadiste, lobbyiste, irresponsable. On ne peut pas leur demander ça. Par contre, moi, je leur demande de la lisibilité sur les aides, quitte à les conditionner à une baisse d'activité très, très forte. Au moins, ça serait clair. Mais la machine administrative est très complexe. C'est vraiment ça qui est intéressant dans cette histoire. C'est la machine administrative où c'est, tu sais, ce fameux truc des entreprises zombies, c'est-à-dire que, et je le comprends aussi, t'as peur, t'as des tas de secteurs finalement, enfin je pense aux restaurateurs, il y a des gars qui travaillent plus depuis 1 an. Bon, à un moment, il va falloir repartir le plus vite possible. C'est pas faux. Donc il y a cette idée, je ne sais pas si c'est intellectualisé, mais cette idée de mettre en tension la machine en permanence. Mais Stéphane, il y a une solution à ça. Tu dis, et pareil pour les PGE d'ailleurs, c'est la même chose. Tu dis, je mets des conditions aux aides. 1, baisse d'activité très 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 forte. 2, les entreprises qui perdaient de l'argent avant le Covid et qui avaient des fonds propres négatifs, donc qui étaient ce que tu appelles les entreprises zombies, je ne les aide pas. Pas de problème. Pas de problème. Ou alors je les aide sur mesure parce que je fais une analyse précise, particulière, etc. Mais c'est normal, c'est l'État, c'est compliqué parce que il y a le cabinet du ministre en charge, il y a l'administration du ministre en charge, ensuite il y a d'autres administrations et d'autres ministres, donc il y a des arbitrages interministériels, ça remonte à Matignon, l'Élysée donne son avis, et tout ça, ça prend des semaines et des semaines et des semaines. Je vais te raconter un exemple caricatural. Vas-y. Caricatural. Ils nous disent, ils acceptent de nous aider sur ce qu'on appelle le reste à charge sur les congés payés. Parce que quand on est à 100% de chômage partiel, en fait, on a 15% de coûts. Congés payés et jours fériés. Les restaurateurs obtiennent ça, magnifique, et ils nous proposent de rentrer dans le système, nous, les agents de voyage, pour à peu près la moitié du coût. Très bien, parfait. Ils nous pondent le décret le 31 décembre. On devait les consommer en janvier. Bon. Et ils nous mettent un rabot de 30%. Je ne dis pas que le rabot est injustifié. Pourquoi ils mettent un rabot de 30% ? Je ne sais pas. Je ne dis pas qu'il est injustifié, je dis qu'on doit être prévenu. Mais ouais. Je dis qu'on doit, on se met d'accord sur des conditions.
on discute des semaines et des semaines et des semaines. Et tout d'un coup, et moi je suis sûr que les ministres n'y sont pour rien. Hein. Non. C'est un haut fonctionnaire de Bercy qui a au dernier moment. Je sais et ça, c'est pourquoi. insupportable pour les entrepreneurs. Mais mets-toi à la place du gars, là. Il est en train de signer des chèques en blanc. Il le sait. Et tous les jours, il signe des chèques en blanc. Stéphane, et il a un espèce de montant qui gonfle. Oui, et tous les jours, il se dit... Il n'a pas été élu, ce monsieur. Ah, mais d'accord. Il n'a pas le pouvoir politique. Après, est-ce qu'on aide les entreprises? Est-ce qu'on aide les secteurs? Est-ce qu'on fabrique de la dette à 220% du PIB, à 150% du PIB? Qu'est-ce qu'on va faire de cette dette? Ce débat, il est légitime. Je ne dis pas le contraire. Mais à partir du moment où tu dis à des entrepreneurs, voilà ce que je vous donne, voilà le cadre, et voilà comment ça va marcher. Ouais, mais enfin, normalement, alors là-dessus, et puis surtout avec Bruno Le Maire quand même, t'as un ministre qui a suffisamment d'autorité sur une administration. Normalement, s'il l'a décidé, mais c'est peut-être forcément... un peu trop gentil avec lui, tu vois, mais parce que je pense que s'il l'a décidé, il est en capacité d'obtenir ce qu'il veut. Oui, mais là, Bruno Le Maire. Comme c'est des congés payés, c'est le cabinet d'Elisabeth Borne. Ouais. Et je suis pas sûr que... Elle sait faire aussi, Elisabeth Borne. Hein. Bah oui, mais en tout cas... Oui, mais... Pour le coup, c'est une vraie technicienne et praticienne de l'administration. On est d'accord, Stéphane, mais quand le décret il est sorti, c'est trop tard. Tu peux plus rien faire. Ouais. Parce que c'est dans le décret qu'il y avait ce rapport de 30%. Mais oui. Et on aurait été prévenu 2 heures avant, on aurait une petite chance. Ouais. Mais non. Et les restaurateurs, nous, on a tous été dans le même bateau. Et c'est ça que si tu veux, c'est ça que je ne comprends pas. Soit tu aides, par exemple, plutôt que de faire ça, ou de mettre des minimums ou des maximums sur les 30%, 70% de charges fixes. Très bien, qu'ils mettent 60%. Qui mettent 50%. Visibilité, quoi. Mais voilà. Donne-nous un cap, quoi. Voilà. Ouais, je comprends. Comment parce que quand même, l'arrêt du 4e terminal, là, à Roissy. Je pense qu'ils ont raison. Je pense qu'ils ont raison parce que, d'abord, les 3 terminaux de Roissy ont des capacités très importantes. On peut vraiment monter en puissance. Et surtout, à Orly, on a des capacités, ça personne ne le dit, parce que c'est politiquement incorrect, parce qu'on a fermé l'aéroport à minuit, parce que ceci, parce que ça. Mais oui, parce qu'en fait, tu survoles du monde quand même. Oui, sauf que les avions font plus de bruit, que les avions ont beaucoup évolué. Non, les dernières générations n'en font plus. Non. Tu verras. Écoute-moi bien. Orly, moi je te T'entends les oiseaux. Non. Moi je te dis qu'à Orly, les capacités des slots vont être augmentées. Je le sens, je le sais, c'est mon feeling. D'accord. Donc, voilà. Puis par ailleurs, le train va exploser à Inter-Europe, là. Oui, mais le 4e de Roissy, c'est pas le train. Le 4e de Roissy, c'est non, la mais Chine. oui, mais le 4e de Roissy, tout ça, ça se raisonne global. Parce que les vols inter-européens, ils sont à Orly. Et donc, si tu libères de l'Orly, etc., tout ça, c'est global. Je suis pas très inquiet. Tu prends ce matin, là, Augustin de Romanet, aéroport de Paris, il a donné une date encore plus lointaine sur le retour du trafic aérien à ce qu'il était en 2019. C'est-à-dire, il dit maintenant peut-être 2027-2029. Truc de dingue. J'aime beaucoup Augustin, mais je pense qu'il en sait rien. Moi, je pense que sur le tourisme, ça va aller beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite. Peut-être un peu moins sur le trafic à faire. Parce que sur le trafic à faire, l'utilisation des outils de travail à distance va rester pour partie. C'est-à-dire qu'il y a une vraie perte d'activité qui va rester à long terme. Mais sur le tourisme, j'y crois. Non, mais, oui, 25%. 25 ou même 30%. Mais c'est en gros moitié-moitié, Stéphane, entre, on va dire, ce qui est déplacement professionnel et déplacement personnel, tourisme. Donc ça veut dire que c'est 12% au total, 15% au total. Donc ça veut dire que moi je vais te dire, je pense qu'en 2023, on aura retrouvé l'activité de 2019. Si on est dans l'idée qu'on en sort en septembre, quoi. Si on sort cet été. Évidemment, ça décale d'autant derrière. Voilà, mais si on est dans l'idée qu'en septembre, ça y est, on a tourné la page. Voilà, moi c'est ce que je crois. À moins qu'on ait une crise économique majeure à cause des volumétries de dette et qu'on ne soit pas capable de les résoudre. Non. Mais je pense qu'on va les résoudre. Non. Je ne suis pas très inquiet de ça, moi. T'as raison. Enfin, on le résoudra pas, mais on reportera le problème, tu sais. Oui, on va l'annuler sans l'annuler. Bon, si tu veux qu'on parle de ça, on peut en parler, mais à ce moment-là, c'est trop gros. C'est ma marotte, donc si tu veux, on est voilà. Non. Est-ce que quand même, parce que tu dis, et on a commencé par là, tu dis, moi j'ai tout bon, on avait déjà coché toutes les cases du monde d'après. Enfin, toutes. Ouais, mais t'as pas des concurrents qui tout à coup vont se réveiller, là, ils vont dire, ouais, en fait, c'est Voyageurs du Monde qui avait raison, on va faire tout pareil, et tout à coup venir te bousculer, D'abord, je le souhaite, parce que ça ferait du bien au voyage et à la planète, et aujourd'hui, nos concurrents, ils n'ont pas tellement les moyens de faire ça.
Nos concurrents, ils sont en situation catastrophique, ils n'ont pas les réserves qu'on avait. Ils sont en situation de risque de survie. Les plus grands voyagistes au monde qui sont allemands, il y en a déjà un qui a sauté, je pense que le deuxième, il n'en est pas très loin. C'est TUI, celui qui a sauté? Non, c'est Thomas Cook qui a sauté. Thomas Cook qui a sauté et TUI qui est... TUI, on en est au volume d'aide. On a un volume d'aide du gouvernement fédéral allemand qui dépasse celui que la France fait auprès d'Air France. Hein. La vache! Ah oui. On en est à 7, 8, 10 milliards. Hein. Donc, si tu veux... Ben oui, parce que c'est un modèle qui a tout intégré. Avion, hôtel, réceptif, agence de voyage. Dis donc, à un moment, tu vas pas aller à Bruxelles en disant, dites donc, là, parce que ça fait beau. Non, c'est pas... Non, c'est pas mon truc, parce que je pense qu'on est très peu concurrents. Et que surtout, leur modèle est inadapté au voyage de demain. C'est un modèle du tourisme de masse. Où il faut avoir conscience que TUI envoie plus d'Allemands en Espagne qu'il y a de Français qui voyagent dans le monde entier. Mais ça veut dire que sur 25 ans, là, dans ton modèle de voyage, tu as construit, tu as l'impression, toi, des barrières à l'entrée considérables dans les relations que tu as pu nouer localement, etc. Oui, voilà, c'est ça. Très fort. Très fort dans le système de distribution. On est 100% en distribution directe. Dans la valeur ajoutée en termes de niveau de service qui va très, 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 très loin. C'est-à-dire qu'on nous présente comme un voyagiste haut de gamme, mais en fait, on est un voyagiste très haut de gamme en service. Les prestations, ça peut être du low cost comme de la première classe. Mais dans le service, c'est du soft, c'est compliqué. Il faut des années de savoir-faire humain pour pouvoir construire ça. Plus de la distribution directe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a 150 000 clients dans le monde. 100% sont nos clients directs. C'est-à-dire qu'on ne passe pas par le moindre distributeur. Donc, on a un profiling hyper pointu. Tu voyages avec nous, on sait exactement ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, où est-ce que tu veux aller, qu'est-ce que tu veux faire. Et chaque voyage est un voyage particulier, y compris sur un même itinéraire dans les mêmes hôtels. Tu vas faire le même voyage que moi, mais en fait, tu vas pas du tout faire le même voyage parce que dans ton contenu de voyage, je vais mettre des choses qui correspondent à ce que tu es. Voilà. Donc, tu vas gagner des parts de marché quand ça va repartir, c'est ta conviction, en fait. Voilà, c'est ce que je crois. Et puis, par ailleurs, on est très engagé sur les aspects sociaux, écologiques, environnementaux. On plante 3 millions d'arbres par an. On a des programmes qui sont incontestables d'absorption de carbone, que même les écologistes les plus ayatollahesques disent qu'ils sont valables. Parce que l'avion, le problème, il est très simple. Hein, c'est que soit tu fais comme les écologistes ayatollahesques, que tu le supprimes, soit tu absorbes le carbone que tu émets le temps de ta transition, parce qu'on ne peut pas faire sa transition dans les 15 ans qui viennent. Sauf que tout le monde veut compenser en ce moment. Ça s'appelle la compensation. Tout le monde veut compenser. Oui, mais Stéphane, veut compenser. Tu peux compenser. Là où ça ne va pas, moi je suis... tu ne peux pas compenser des activités qui sont transformables. Ça, c'est absurde. Parce que là, c'est... Oui, je comprends. Voilà. Par contre, des activités qui doivent se transformer, mais qui ne peuvent pas se transformer à court terme, comme l'avion, elles ont le droit de compenser. Je comprends. Mais à condition que la compensation soit additionnelle, c'est-à-dire que tu garantisses que ce que tu fais... Quand moi je vois des entreprises qui compensent en finançant des centrales éoliennes, en Inde, c'est absurde, puisque ces centrales éoliennes doivent être faites dans le cadre de la transition énergétique d'ici 2050. Donc en fait... Oui, mais ça t'apporte les capitaux pour les faire. Oui, c'est pas absurde du tout, oui, Jean-François. Mais ça accélère un peu le truc. Mais c'est pas parfait. Moi, je fais un truc qui est... Power Purchase Agreement. Moi, je fais quelque chose qui est 100% additionnel. Voilà. Et donc, je suis ayatollahesque dans l'ayatollah. Voilà. Et puis, par ailleurs, bien sûr, on espère qu'on aura un avion électrique ou un avion à hydrogène, mais pour les courts courriers, hein, en long courrier, ça marche pas. Ça marche pas. Et puis, la solution pour le long courrier, c'est probablement les carburants verts de seconde génération, à ceux qui n'utilisent pas du tout les cars agricoles. C'est dans 10 ans, ça. Oui, dans 15 ans. Voilà, comme tu dis, il y a une grosse transition. Voilà. J'ai une dernière question. L'ensemble de tes salariés, la vie au chômage... C'est très difficile. Ça, c'est le vrai sujet. Ça, c'est le vrai sujet. Alors, vas-y. C'est le vrai sujet. Ça. Alors, nous, d'abord, il y en a quand même un certain nombre qui travaillent, on va dire 20-25% à peu près, qui travaillent à tour de rôle, etc. Puis, il y a tous ceux qui ne travaillent pas, ou travaillent très peu. Eh bien, on leur parle. On leur parle. D'abord, moi, je leur fais moi-même, personnellement, tous les mois, tous nos salariés, je fais un petit Zoom ou un Teams, etc., où je leur dis tout. Situation financière, négociation gouvernementale, comment je vois l'épidémie, comment je vois, etc. Je leur dis tout, et puis après, ils ont le droit de me poser toutes les questions qu'ils veulent sans que j'ai été informé avant. Donc, transparence totale, une fois par mois, comme ça. Donc, on a gardé un lien très fort. Et puis, par ailleurs, mes directeurs, mes managers leur parlent par petits groupes, etc. Donc, on a bien réussi à animer l'entreprise, malgré le fait qu'on travaille à distance à 100%, nous, depuis 15 mars. On n'a pas remis les pieds au bureau. Hein. Mais il y en a pas mal. Et tu ne crois pas que tu vas perdre des talents ? Bien sûr que je vais en perdre.
Je vais en perdre, mais je vais pas en perdre beaucoup, parce que, à moins que ça dure trop longtemps. C'est-à-dire que si ça dure encore 2 ans, bon. Ah non. Mais si ça dure, ce que je crois, Encore 3-4 mois, quoi. jusqu'à cet été, Ouais. parce qu'après, moi, je pense que les vaccins et la gestion des variants par les vaccins va prendre le dessus. Plus le fait que les personnes à risque seront toutes vaccinées, donc on aura moins de morts, donc on aura moins peur. Bon, moi, je pense qu'on va redémarrer à peu près cet été et à partir du mois de septembre, quoi. Ben, on se reparlera d'ici là. Ben oui, bien sûr. Jean-François Rial, le Merci, patron de Stéphane. Voyageurs du Monde, était notre invité sur Bismart.